Nous allons ce matin, au contraire des autres émissions de cette journée, faire un saut en arrière dans le temps sur un thème légèrement différent, mais évidemment lié avec le thème principal. Quand la planète s'est refroidie, comment nos ancêtres s'y sont-ils préparés? Pour cette fabrique de l'histoire, nous allons nous interroger en effet sur ce que les historiennes et les historiens du climat ont appelé le petit âge glaciaire, une période de refroidissement de l'ordre d'1 degré, dit-on, et on n'en est pas sûr, que l'Europe occidentale a connu entre le milieu du XIVe siècle et le milieu du XIXe siècle. Comment les Européens ont-ils fait face à ce refroidissement? C'est ce que nous allons voir avec nos 4 invités. Nous avons choisi des invités qui tous travaillent sur cette question de l'histoire du climat, mais de manière différente, en venant de disciplines différentes, parce qu'il faut bien dire, et ça sera sûrement répété par les autres émissions de ce jour, que s'il y a un sujet qui est favorable à la transdisciplinarité, à l'interdisciplinarité, c'est bien ce sujet de l'histoire du climat et du climat en général. Alors avec nous, Jean Jouzel, il est climatologue, vous le connaissez, ancien vice-président du GIEC, donc il est également membre de l'Académie des sciences. Avec lui et à côté de moi, il y a donc Anouchka Vazak, elle est maîtresse de conférences en littérature française à l'université de Poitiers. Il y a également un géographe qui fait de la géohistoire ou de la climatologie, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Alexis Metzger, géographe donc du laboratoire CERES ENS. Et Laurent Litzenburger, vous êtes chercheur associé à l'université de Lorraine et vous avez fait votre thèse il y a quelques années sur le climat à Metz, à la fin du Moyen-Âge et sur les adaptations justement des Messins à ces changements climatiques, à ces refroidissements dont je parlais à l'instant même. Jean Jouzel, le climatologue que vous êtes, utilise les travaux des historiens ou des climatologues? Oui, effectivement, bonjour. Bonjour Emmanuel Laurentin, bonjour à tous et à toutes. Oui, nous sommes, disons, très intéressés par les variations climatiques récentes. Le climat de notre planète a toujours varié depuis 4,5 milliards d'années, de façon tout à fait naturelle. Je rappelle simplement, il y a 20 000 ans, c'était le dernier maximum glaciaire, et puis depuis à peu près 12 000 ans, nous sommes dans ce que nous appelons l'Holocène, et en train de passer progressivement, ou même trop rapidement d'ailleurs, dans l'Anthropocène. L'Anthropocène, peut-être pour les auditeurs qui ne le savent pas, c'est donc un terme récent pour... Oui, c'est un terme récent qu'on doit en particulier à Paul Crutzen, qui, je veux dire, effectivement, je dirais que la nature, les phénomènes naturels étaient à l'origine des variations climatiques depuis des milliards d'années, 4,5 milliards d'années, et puis depuis maintenant, en tout cas au cours depuis au moins une centaine d'années, ce sont les activités humaines qui prennent le pas sur cette variabilité naturelle aux échelles de temps qui nous intéressent aujourd'hui. Et c'est justement pour cela que cette période du petit âge glaciaire, ou plus généralement du dernier millénaire, bon, c'est vrai que c'est important de rendre ici hommage à Emmanuel Leroy-Ladurie, bien sûr, qui a été le premier en France, en tous les cas. Bien sûr. Donc, mais cette période nous intéresse, nous, pour cette raison. Il est important de pouvoir placer disons, la période que nous vivons, cet Anthropocène, les 50 dernières années, dans un contexte historique plus large. Nous n'avons des données climatiques, disons des données de température, par exemple, que depuis la deuxième partie du 19e siècle. Et ce n'est pas suffisant pour voir si la période que nous vivons est différente de celle qui nous ont précédés. C'est important, ce climat du dernier millénaire, de 2000 dernières années, et nous nous y attachons, et en particulier, évidemment, ce phénomène du petit âge glaciaire, de ce qui l'a précédé, ce qu'on appelle l'optimum médiéval. Et ce ne sont pas pour nous la seule façon, les données historiques sont une des façons de reconstituer les variations climatiques du passé. Mes collègues vont en parler mieux que moi. Nous avons aussi d'autres façons de reconstituer ce climat à partir, disons, de ce qu'on appelle, c'est de la paléoclimatologie, de regarder les anneaux d'arbres et tout ça. Donc, mais les données historiques dont on va parler aujourd'hui sont extrêmement importantes. Elles sont aussi importantes pour ce qui nous intéresse tous aujourd'hui, c'est notre capacité d'adaptation par rapport au réchauffement climatique qui est quand même devant nous. Exactement. Alexis Metzger, il faut dire que vous êtes géographe, mais que c'est un sujet sur lequel vous travaillez, d'ailleurs avec Anouchka Vazak, vous travaillez aussi avec Laurent Litzenburger ici présent, et bien d'autres, parce qu'il faut allier toutes les sciences humaines, mais aussi les sciences dures, autour de cette question pour pouvoir interroger le passé et pour pouvoir comprendre aussi comment nos ancêtres ont réagi justement à ces changements, qu'ils soient vers le plus froid ou qu'ils soient vers le plus chaud quand ils se sont produits en l'occurrence.
Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. On a une pluralité de sources qui existent pour savoir ces modes d'adaptation à des extrêmes plus froids ou à des quotidiens qui étaient un petit peu plus froids durant le petit âge glaciaire que maintenant, que ce soit des lettres, des témoignages qui nous sont parvenus. Et grâce à ces sources, on peut essayer à la fois de comprendre la perception qu'avaient les sociétés à l'époque du climat, les représentations qu'elles ont suscitées ou qu'elles ont accompagnées, dans des images notamment, et puis également transcrire ces données en séries quantitatives pour essayer d'avoir une estimation des variabilités de température, mais aussi de précipitation, puisque ça donne une information tout à fait importante pour faire des comparaisons aujourd'hui. À titre d'exemple, un journal ancien de la fin du XVIe siècle qui nous indique que les premières neiges en moyenne en Hollande tombaient début octobre, et on a même un record de première gelée fin août à l'époque. Donc ça montre À quelle bien. époque à peu près? Là, on est à la fin du XVIe siècle. D'accord. Pour ce record apparemment de première gelée à la fin du mois d'août. Laurent Linsen-Burger, il faut dire que depuis justement Emmanuel Laurent-Ladurie, qui le premier au milieu des années 60 a eu cette idée de collecter énormément de données à partir des registres paroissiaux et de tout un tas d'archives des moments du gel, des moments des vendanges par exemple, il a eu l'idée de mettre tout cela en série pour pouvoir combler ces séries dont Jean Jouzel nous disait qu'elles nous manquaient pour les périodes d'avant le 19e siècle. Il y a un autre chercheur qui s'appelle Christian Pfister, qu'il faut citer ici même, qui travaille en Suisse. Il est le chef d'une école, pourrait-on dire, l'école écologique de Berne. Et Christian Pfister fait la même chose, mais sur des très longues séries depuis maintenant plus de 30 ans. Et vous travaillez à partir de ces séries vous-même en tant qu'historien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors Christian Pfister se déclare lui-même comme un élève d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui lui a mis le pied à l'étrier en quelque sorte. Et il a déjà, pour commencer, standardisé une méthode qui permet de transformer les sources produites par la main de l'homme, les sources narratives, les documents officiels, quantitatifs, les séries de prix en informations climatiques qui peuvent être comparées aux sources issues des archives naturelles. Oui, parce qu'il faut dire tout de même que vous n'avez que des mots, en l'occurrence, pour pouvoir réfléchir en tant qu'historien sur ces changements climatiques. Vous n'avez pas de chiffres, puisque ce que vous pouvez, les sources que vous avez vous disent aujourd'hui il fait très froid, aujourd'hui il fait exceptionnellement chaud, on n'a jamais vu un hiver pareil ou on n'a jamais vu un été pareil. Effectivement, ce sont des mots, c'est presque de la littérature et c'est très difficile de transformer ça en données chiffrées qui puissent être utilisées par les scientifiques du climat. Oui, tout à fait. Alors, on va traquer dans les textes des descriptions qu'on appelle semi- ou quasi-objectives, donc des descriptions, par exemple, de grandes crues qui sont indexées sur des bâtiments qui existent encore aujourd'hui, des ponts qui datent du Moyen-Âge, par exemple. Ça nous donne des repères qui permettent d'estimer un petit peu les variations climatiques du passé. Oui, Anoush Kavazak, vous êtes littéraire de formation, vous avez travaillé avec Emmanuel Leroy-Ladurie et vous le fréquentez encore. En l'occurrence, c'est vrai que une des réticences, pourrait-on dire, des scientifiques de sciences dures vis-à-vis de ce travail, c'était de se dire on ne peut pas reconstituer un climat ancien. Or, on s'aperçoit que depuis Emmanuel Leroy-Ladurie, il y a 50 ans, eh bien, il y a des générations, après un long creux. Il faut dire que dans les années 70 et 80, on ne s'est pas trop intéressé à ce type de travaux et que depuis les années 90, et en particulier les alertes qui ont été lancées par le GIEC au tout début de la décennie 90, eh bien, on s'y intéresse beaucoup plus maintenant, Anoush Kavazak. Oui, bonjour. Alors, c'est vrai qu'Emmanuel Leroy-Ladurie a le sentiment que l'histoire du climat n'est pas encore reconnue véritablement comme une discipline, disons, universitaire en particulier. Il faut aussi, pour aller dans le sens de la méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis des mots, évoquer les travaux d'Emmanuel Garnier, un autre élève d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les dérangements du temps », dans lequel il montre que ce sentiment de mémoire d'homme, on n'a jamais vu ça, etc., c'est quelque chose de récurrent vraiment dans l'histoire. Cela dit, c'est tout de même une méthode scientifique. L'histoire du climat obéit à une méthode scientifique, les dates de vendange, la dendroclimatologie, etc. Et la littérature, bien sûr, apporte aussi des éléments qui vont conforter
les données chiffrées. C'est-à-dire que c'est plus les perceptions du climat que l'on comprend par la littérature. C'est-à-dire on voit comment des populations, des groupes, des États, par exemple, perçoivent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le climat, comme nous sommes en train nous-mêmes de le percevoir, après que les scientifiques nous aient avertis il y a déjà plus de 20 ans de ce réchauffement en cours. Oui, c'est de la perception, c'est vrai, et en même temps, on ne peut pas nier qu'il y ait quelque chose d'objectif lorsque on évoque, par exemple, les embâcles des fleuves, comme je pense, je ne sais pas moi, justement Christian Pfister mentionne pour le Grand Hiver 1709 un sanglier qu'on a fait traverser dont on a fait traverser le Rhin sur une luge, donc le Rhin complètement gelé, et puis la présence de boutiques sur les fleuves, etc. Donc c'est quand même des données objectives aussi, la littérature. Ouais, Georges Jouzel, on a senti un temps une sorte de réticence des scientifiques, des climatologues, justement envers ces travaux-là, qui disaient, oui, d'accord, on n'arrive pas à le faire rentrer dans des données fiables, statistiques, telles qu'on les connaît depuis la naissance de la météo moderne. Oui, d'une certaine façon, c'est plus difficile, vous l'avez souligné, de passer de ces mots à des chiffres, mais c'est important de le faire, et on peut le faire quand même effectivement sur les inondations, et aussi sur les sécheresses, sur la durée des sécheresses, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et moi j'aime bien redire quand même qu'Emmanuel Ladurie est venu aussi vers nous il y a une vingtaine d'années. Emmanuel a fait ce magnifique travail sur l'an 1000, plutôt au début de sa carrière. Il s'est ensuite moins intéressé au climat pendant une trentaine d'années, et puis à la fin des années 90, il a travaillé par exemple chez nous avec des gens comme Pascal You, sur le climat récent, sur les dates des vendanges. Et c'est assez intéressant de voir aussi la démarche d'Emmanuel Ladurie, qui est vraiment assez intéressé justement à ces méthodes à faire passer les observations des dates des vendanges en, disons vraiment, indications vraiment quantifiées, avec qui est vraiment climatique. Et il s'y est beaucoup intéressé, c'est une démarche qui est intéressante, parce que de notre côté, évidemment, nous avons d'autres moyens. On a déjà évoqué les anneaux d'arbres qui... La difficulté pour, alors cette fois le paléoclimatologue, ou si on s'intéresse au climat récent, pour nous, c'est d'avoir des archives qu'on puisse dater an par an. Si on veut comparer avec les historiens, avec vous, eh bien évidemment, si on se trompe de 2 ou 3 ans, ça ne veut plus dire grand-chose. Alors cette datation an par an, elle est possible sur les anneaux d'arbres, et ensuite on a des sur les carottes glaciaires. Sur les carottes glaciaires, sur aussi certains sédiments lacustres, sur certains récifs coralliens. Donc c'est important cette datation. La caractéristique des gens qui s'intéressent au climat récent dans nos disciplines, c'est vraiment cette nécessité de savoir dater pratiquement an par an sans erreur, pour justement se mettre en phase et regarder ce qui se passe du côté des historiens et des géographes. Mais vous qui avez travaillé dans le cadre du GIEC avec des gens venant de la planète tout entière, est-ce que ces questions de dissensus ou disons d'appréhension différente de cette histoire du climat, vous la ressentez dans d'autres espaces géographiques? Est-ce qu'il y a des endroits où on est plus sensible justement à ce travail sur les 200, 300, 500 dernières années, et d'autres moins? Jean Jouzel. Oui, naturellement, puisque ces archives historiques, elles sont assez spécifiques à l'Europe et à la Chine. Oui. Quand on regarde, donc effectivement, nous avons des collègues chinois qui sont aussi extrêmement intéressés par ces archives historiques, mais il n'y a pas grand-chose sur, disons, l'ensemble de l'Amérique, sur d'autres régions de l'Asie. Il y en a peut-être un peu, mais disons, c'est vraiment l'Europe, la Chine, enfin l'Asie du Sud-Est en tout cas, qui gardent certaines de ces archives. Donc, ces pays, les scientifiques de ces pays s'y intéressent naturellement un peu plus. Ensuite, on a eu effectivement, on peut parler de la reconstruction des 1000 dernières années par Michael Mann, ce qu'on appelle la crosse de hockey, qui servait effectivement dans lesquelles ces données historiques sont prises en compte. On a beaucoup contesté la validité de cette courbe, mais en fait, elle a été largement confirmée, en particulier cette succession de l'optimum médiéval, puis du petit âge glaciaire. Tout cela a bien été confirmé, mais effectivement, il y a eu des discussions au départ. Et dans d'autres domaines de nos climats, il y a aussi beaucoup de discussions, mais ça fait partie, je crois, de la démarche scientifique, et c'est important que nous ayons ces discussions, cette confrontation aussi avec d'autres disciplines. Alors, Alexis Mesguer, prenons un exemple. Vous avez travaillé pour un livre récent qui est tout à fait roboratif et qui est donc sorti de votre travail de thèse, sur la peinture hollandaise au XVIIe siècle.
Parce que des spécialistes d'histoire de l'art nous ont dit, quand même, il y a beaucoup de peintures de paysages divers dans cette peinture hollandaise. Et beaucoup ont dit, ça correspond à sûrement ce petit âge glaciaire dont on parle, c'est-à-dire on est en plein cœur de cet âge glaciaire, refroidissement, les canaux gelés, les fleuves gelés. Et donc, à partir de ça, on pouvait déduire que c'était une représentation de ce refroidissement qu'ont connu nos ancêtres. Or, vous, en travaillant là-dessus, vous avez évidemment, en scientifique, en géographe, vous vous êtes dit, méfions-nous justement de ces apparences, réfléchissons à pourquoi les peintres hollandais de l'époque ont produit tant de programmes iconographiques autour de ces patineurs, autour de ce froid hollandais, et vous êtes venu à des conclusions légèrement différentes de vos prédécesseurs, Alexis Melzeger. Oui, alors effectivement, il y a d'une part quelques coïncidences qui sont assez frappantes. 1565, c'est sans doute l'hiver le plus sévère du XVIe siècle, et c'est pour la première fois dans l'histoire de l'art européen qu'on donne à voir l'hiver avec les toiles de Bruegel l'Ancien, les chasseurs dans la neige notamment, qui est à Vienne. Donc on a là vraiment une coïncidence qui voudrait dire que les peintres se sont inspirés d'un hiver rude pour peindre un paysage d'hiver. 1608, c'est la même chose, première toile datée en Hollande au XVIIe siècle, et effectivement, grand hiver également en 1608. Par contre, en comparant les sources de l'histoire du climat du XVIIe siècle et les peintures qui ont été produites par des grands noms comme Haverkamp, Van Ruysdael, on se rend compte aussi que les peintres privilégient un certain type de temps en hiver, qui est le type de temps très froid, qui permet le patinage, où les cours d'eau sont gelés, alors qu'en fait, les sources écrites montrent une variabilité climatique qui est quand même importante. Ils ne gelaient pas tous les hivers de façon aussi sévère à ce que les cours d'eau soient gelés. Donc on a cette imagerie de l'hiver qui est assez différente. C'est un topos, une idée reçue que les peintres mettent en œuvre justement dans ce XVIIe siècle qui est l'âge d'or, donc le siècle d'or hollandais en l'occurrence. Oui, il y a certainement une vogue où les Hollandais aimaient à se voir représentés de cette façon sur la glace, un peu en forme de conquête, parce que la vie sociale était extrêmement développée. C'était souvent des jeux, du patinage qui sont représentés. Donc il y avait une image heureuse de cette nouvelle nation qui était donnée à voir, qui est construite. Et comme toute image à chaque époque, on construit un désir d'une saison, de certains éléments naturels qu'on aime à représenter dans des paysages. C'est comme toutes les photos de Doisneau qui représentent un Paris qui a existé certes, mais qui n'est pas le Paris qui a existé partout, tout le temps, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Donc d'une certaine façon, si on prenait la série des photos de Doisneau sur Paris, on pourrait penser que Paris c'est populaire, que c'est une ville où il y avait des bistrots et des jeunes garçons avec béret. Et en fait, on s'aperçoit que ça n'est pas le cas. Et c'est un peu la même chose pour cette série de centaines, voire de milliers de tableaux divers représentés par des dizaines, voire des centaines de peintres pendant le XVIIe siècle hollandais. Oui, qui nous sont parvenus. Il y en a bien sûr plein qui ont disparu. Et donc, cette idée, ça serait aussi pour, dites-vous, parce que c'est intéressant, pour se distinguer au moment où les Provinces-Unies deviennent indépendantes, se distinguer de l'Espagne, dites-vous, qui était la tutelle coloniale, pourrait-on dire, enfin la tutelle impériale qui pesait sur ces Provinces-Unies. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on va montrer qu'on a une identité, et que cette identité, dites-vous, ça n'est pas le soleil, ça n'est pas le sud, ça n'est pas les paysages ou les églises de Tolède ou de Saragosse, mais c'est une autre identité, une identité justement de bourgeois qui n'ont plus d'aristocratie et qui vont participer au plaisir de l'hiver en patinant, en jouant ensemble, en jouant au hockey, enfin ce qui serait l'ancêtre du hockey. Tout cela, dites-vous, ça participe d'une sorte de sociabilité, mais aussi de représentation de soi. Et il ne faut pas se leurrer. Certes, il y a bien eu refroidissement, mais ça n'est pas la seule raison pour laquelle on a représenté tout ça sur des tableaux. Oui, exactement. Il y a peut-être une autre hypothèse à ajouter, qui est qu'en Hollande, toujours aujourd'hui, la Hollande est très vulnérable à la montée des eaux et aux inondations. Et représenter en quelque sorte l'eau gelée, c'était comme une victoire, parce que l'eau gelée n'est pas un danger. Donc on peut patiner dessus, on apprivoise l'eau qui peut être aussi un danger lorsque il y a on en fait des routes même parfois.
On en fait des routes, il y a des déplacements en patin qui sont assez hallucinants, à 200 km parfois par jour pour se déplacer. L'hiver était la saison du déplacement, lorsque les hivers étaient suffisamment froids. Pour aller voir sa famille, on n'avait pas besoin de payer de barges qui étaient modestement coûteuses, mais où il fallait quand même débourser un peu d'argent en été. Donc là, on n'avait qu'à chausser ses patins qui coûtaient très peu cher. On partait sur les canaux, les lacs intérieurs, quelques fleuves aussi qui étaient gelés, et on pouvait se déplacer massivement dans ce pays. Et vous avez de la chance parce que vous avez les premiers de ce que vous appelez ou ce qu'on appelle les météophiles. Dans ce XVIIe siècle hollandais, eh bien, il y a des gens qui notent le climat. Alors certes, il n'y a pas encore le baromètre, il n'y a pas le thermomètre, mais ils notent le climat de façon systématique sur des longues séries. Et ces météophiles, même si l'écriture de David Fabricius est très difficile à déchiffrer, vous permettent, par exemple, entre 1580 et 1612, d'avoir un moment un peu particulier, qu'on appelle même l'hyper-petit âge glaciaire, représenté par des bourgeois hollandais qui notent ce qui se passe pendant cette période-là en Hollande. Oui, météophile, c'est un terme proposé par Martin de la Soudière, qui est sociologue, ethnologue du climat. Et effectivement, on peut tout à fait l'appliquer à tous ces passionnés, enthousiastes de la météo, qui, on ne sait pas trop pourquoi, ont noté parfois quotidiennement le temps qu'il faisait. À certaines époques, depuis le Moyen-Âge aussi, hein, Laurent Litzenburger, on a tous ici été confrontés, et heureusement, à ces personnes passionnées. Et juste un mot, effectivement, à propos de David Fabricius, qui est un des météophiles de cette époque-là, à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, qui était un pasteur et qui, pendant 20 ans, 25 ans, a noté tous les jours le temps qu'il faisait, avec ce dont on parlait tout à l'heure, toutes ces nuances du froid, assez vernaculaires. Il a plus de 100 termes pour désigner le froid. Extrêmement froid, froid très sévère, gel aussi dur qu'un lit de paille. Enfin, il y a tout un tas de termes qui sont assez passionnants, mais qui sont bien sûr difficiles à transcrire en données quantitatives. Mais c'est aussi tout l'intérêt. Parce qu'il faut dire, Anouchka Vazak, que ce petit âge glaciaire qui commence, je l'ai dit, d'après les spécialistes, aux alentours du milieu et de la fin du XVe siècle et qui court jusqu'à la Révolution française et un peu après, ce petit âge glaciaire, il n'est pas uniforme. Il y a des moments où il fait plus chaud, il y a des moments où il fait plus froid. Ça n'éteint pas les variations climatiques. Et il y a même un hyper petit âge glaciaire. Cet hyper petit âge glaciaire, vous le qualifiez de... Ça dure combien de temps ? Alors, je ne peux pas vous dire combien de temps il dure. Ce que je peux préciser, c'est que Emmanuel Leroy-Ladurie donne des dates vraiment extrêmement justement précises du PAG, petit âge glaciaire, 1303-1860. Mais il insiste beaucoup sur la variabilité à l'intérieur de ce petit âge glaciaire. Et pour le XVIIIe siècle, que je connais, le siècle que je connais le mieux, il y a justement, c'est une période plutôt favorable en règle générale, et pourtant, il y a eu des hivers maximaux. Oui, en particulier l'hiver de 1709, voilà. On y reviendra dans un instant avec vous. Laurent Litzenburger, quand vous avez décidé de travailler sur la ville de Metz, vous avez pris des terminologies qui sont intéressantes pour notre débat d'aujourd'hui, des terminologies qui sont parfois discutées, mais comme par exemple la vulnérabilité sociale au climat, c'est-à-dire et la résilience. Donc on connaît l'expression de résilience qui a été popularisée par Boris Cyrulnik, mais vous l'appliquez à la question du climat et de la réaction des hommes et des femmes à ces changements climatiques. Alors, qu'est-ce que la vulnérabilité sociale, selon vous, Laurent Litzenburger, et qu'est-ce que la résilience dans ce domaine, justement, d'adaptation des sociétés humaines à ces changements climatiques, en l'occurrence vers le plus froid, pour la période qui nous intéresse, mais ça pourrait être aussi valable vers le plus chaud, pour la période qui va venir. La vulnérabilité sociale, elle n'est pas postulée a priori. On essaye en fait, à partir de toute la masse documentaire disponible, d'envisager à quel point la société elle est sensible aux variations climatiques, vers des extrêmes froids, humides, chauds, enfin dans toutes les directions, à l'aide de données quantitatives, économiques, à l'aide des lois locales ou à plus grande échelle qui sont prises pour essayer de s'adapter à ces variations. Et la capacité de résilience, c'est un petit peu toutes les stratégies que les sociétés vont mettre en place pour essayer de surmonter une crise, une catastrophe. Alors ça peut être de grandes inondations, ça peut être un grand hiver, ça peut être une famine, et remettre la société en ordre de bataille le plus rapidement possible. Par exemple, à la fin du Moyen-Âge, une stratégie qui était communément adoptée, c'était l'oubli. Contrairement à nous qui sommes plutôt dans la commémoration, à la fin du Moyen-Âge, comment dire,
on ne va pas trop s'attacher au sort des victimes et à essayer de pérenniser leur mémoire. Au contraire, on va essayer de passer très rapidement à autre chose pour essayer de remettre les activités humaines en branle. Oui, parce que effectivement, par exemple, un refroidissement. Quand on dit 1 degré, on se dit c'est pas beaucoup. Alors certes, ça n'est pas 1 degré partout, ça n'est pas 1 degré tout le temps. Ça peut être 1,5 degré, ça peut être 1,5 degré. Mais enfin, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ces mesures-là et on se dit ça n'est pas si froid que cela. Vous voyez effectivement un moment très difficile qui oblige, par exemple, les commerçants, qui oblige les gens qui ont des moulins, par exemple. S'il fait froid, on ne peut plus faire tourner les moulins, en tout cas ceux qui fonctionnent à partir de l'eau des rivières, qui oblige ceux qui font des stocks à les conserver ou au contraire à faire en sorte qu'ils puissent être encore utilisables 6 mois plus tard, sans les charançons d'un côté quand ça se réchauffe et sans le pourrissement de l'autre quand ça devient trop humide. Donc il y a des gestions nécessaires, et c'est ce que vous appelez la résilience, des communautés messines par exemple, puisque vous travaillez sur la ville de Metz, pour pouvoir sortir de ces crises climatiques. En fait, jusqu'à la révolution industrielle, les sociétés dépendent entièrement de la production agricole annuelle. On n'a pas vraiment de moyens de stockage des grains, par exemple, des blés, de la base alimentaire, ou même du vin, qui se garde difficilement plus d'1 an sans tourner. Et du coup, en fait, la production alimentaire et l'approvisionnement urbain, les villes et les campagnes sont profondément interfacées, ne supportent aucune rupture. Donc une inondation qui va paralyser les routes ou empêcher le transport de pondéreux sur les rivières ou les fleuves pendant quelques jours, 4-5 jours, ça peut créer une situation de stress en termes d'approvisionnement. Et donc ça peut potentiellement créer des révoltes. Une révolte, voilà. Et donc quand on a par exemple plus la possibilité d'utiliser les raisins et le vin, puisqu'il a tourné, on va parfois passer à autre chose et on va fabriquer de la cervoise, de la bière, et ce qui explique que parfois, effectivement, dans cette région de la Moselle, qui est connue pour ses vins, eh bien, on va fabriquer de la bière plutôt que du vin, en l'occurrence, Laurent Lenz. Voilà, c'est des boissons de substitution et ça fait partie du panel d'adaptation. Il faut se dire que le vin, au Moyen-Âge, c'est un marqueur de l'urbanité et c'est aussi une boisson qui permet de tuer pas mal de bactéries qu'on trouvera dans l'eau des puits. Ouais. Jean Jouzel, ça vous intéresse cette approche-là qui montre justement les capacités des communautés humaines à ne pas se laisser faire d'une certaine façon devant ce qui est en train de se passer? Oui, bien sûr, parce que ce dont on parle, ce sont des variations climatiques de l'ordre de celles auxquelles nous nous attendons plutôt au cours des toutes prochaines décennies, de l'ordre... Effectivement, alors localement, ça peut être 1 degré, même plus pour le petit âge glaciaire. Et puis quand on regarde en termes de climatologie et le petit âge glaciaire, c'est-à-dire quand on regarde par exemple la température moyenne sur l'hémisphère nord, ce que les climatologues sont capables de reconstituer, eh bien on arrive plutôt à des dixièmes de degrés, aussi bien pour le petit âge glaciaire que pour l'optimum médiéval qui l'a précédé. Mais et vous avez tout à fait raison, à l'intérieur de ce petit âge glaciaire, eh bien, il y a des événements très importants et localement, il y a des différences de température qui excèdent bien sûr 1 degré. Donc voilà, oui, c'est intéressant de voir comment les gens s'organisent et je pense que ce point que Laurent vient de souligner, c'est-à-dire l'interfaçage entre, je dirais, les territoires maintenant et les villes, reste un des problèmes, une des questions qu'on peut se poser. Par exemple, une ville comme Paris, en cas de problème, pourrait aussi connaître des ruptures d'alimentation. Il y a vraiment des gens qui s'y intéressent, mais donc on peut se poser des questions du même type dans une autre dimension actuellement par rapport à l'approvisionnement, par exemple, des villes et qui pourraient subir vraiment des conséquences. En tout cas, il faut y réfléchir dès maintenant. Letzi Metzger, vous avez retrouvé ça pour votre période du XVIIe siècle hollandais, vous, justement, ces adaptations qui se mettent en place avec, j'imagine, des potentats, enfin des puissances locales, en particulier dans les cités de Hollande ou des Provinces-Unies, qui doivent faire face justement à des difficultés d'approvisionnement. C'est chez vous, je crois que j'ai lu qu'effectivement, quand on a pendant 3 mois, les moulins s'arrêtent parce que on ne peut plus faire tourner le moulin à eau, eh bien, il faut trouver d'autres moyens pour pouvoir moudre le grain et faire venir le grain d'ailleurs, par exemple. Alors, il y a aussi une vulnérabilité face à l'eau, comme disait Laurent, qui n'est pas forcément très saine. Donc il y a beaucoup de bière qui est consommée puisque le brassage permet d'évacuer un certain nombre de bactéries. Donc il y a cette forme déjà d'adaptation naturelle face à une qualité de l'eau qui était un petit peu délicate. Ouais. Et puis face à ces extrêmes, par exemple, il y a l'apport des brise-glaces qui amènent justement des réserves d'eau ou des réserves de bière
dans les villes pour distribuer après de l'eau aux habitants qui n'avaient pas d'eau potable, évidemment. Et donc, ça, c'est une des formes d'adaptation, de faire marcher un brise-glace lors d'un hiver très froid pour amener de l'eau potable à Amsterdam. Oui, ça fait partie effectivement de ces innovations qui sont nécessaires pour pouvoir éviter soit une révolte, soit une famine qui peut se déclencher à tout moment dans ces cas-là, en l'occurrence. Alors justement, vous avez évoqué tout à l'heure, Anouchka Vazak, cet hiver 1709 que vous connaissez bien en tant que spécialiste du XVIIIe siècle, qui est considéré comme un des hivers les plus durs de toute la période dont nous parlons, en l'occurrence, et qui n'est pas pour rien dans le désaveu final du royaume de Louis XIV, en l'occurrence, enfin du règne de Louis XIV, puisque ça intervient quelques années avant sa mort et que on lui reprochera d'une certaine façon d'avoir laissé mourir une partie de sa population dans cet hiver 1709. Vous m'avez fourni un petit texte de Saint-Simon dans ses mémoires, dans le tome 7, qui dit qu'il y a eu 2 gelées, en l'occurrence, et que la seconde gelée perdit tout. Les arbres fruitiers périrent, il ne resta plus ni noyer, ni olivier, ni pommier, ni vigne, à si peu près que ce n'est pas la peine d'en parler. Les autres arbres moururent en très grand nombre, les jardins périrent et tous les grains dans la terre. On ne peut comprendre la désolation de cette ruine générale. Et un peu plus loin, il dit « Beaucoup de gens crurent donc que messieurs des finances avaient saisi cette occasion de s'emparer des blés par des émissaires répandus dans tous les marchés du royaume pour le vendre ensuite au prix qu'ils y voudraient mettre, au profit du roi, sans oublier le leur. Une quantité fort considérable de bateaux de blé se gâtèrent sur la Loire, qu'on fut obligé de jeter à l'eau et que le roi avait acheté. Et tout cela ne diminua pas cette opinion parce qu'on ne put cacher l'accident. Il est certain que le prix du blé était égal dans tous les marchés du royaume, qu'à Paris, des commissaires y mettaient le prix à main forte et obligeaient souvent les vendeurs à le hausser malgré eux. Ça, c'est Saint-Simon qui le raconte, vu depuis son balcon sur la cour, pourrait-on dire. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a là une angoisse de la population, une angoisse du pouvoir, parce qu'il va falloir justement coordonner ses efforts et éviter que tout cela ne tourne en émeute. Alors, il faut quand même rappeler que ce grand hiver 1709, qui est un de ceux que la mémoire collective a vraiment retenu, n'est pas le plus froid du XVIIIe siècle. Alors, il est extrêmement froid, c'est un hiver maximal, mais on peut aussi évoquer l'hiver 1740 qui a été très froid, ou l'hiver 1788-89 aussi extrêmement froid. Alors pourquoi est-ce qu'on se souvient particulièrement de l'hiver 1709 ? Eh bien parce que c'est quand même un des premiers qu'on connaisse par des mesures instrumentales fiables, avec les séries Louis Morin, Philippe Lahire, etc. Qui sont des séries justement... Des séries thermométriques, excusez-moi. Et puis aussi parce qu'en effet, on a plusieurs témoignages littéraires, dont celui de Saint-Simon à la cour. On a aussi le siècle de Louis XIV de Voltaire. On a aussi Rétif de la Bretonne. Enfin, on a une multitude comme ça de témoignages. Alors, cet hiver 1709 s'inscrit aussi dans un contexte de guerre. C'est la guerre de succession d'Espagne. Donc, il y a une fragilité. Enfin, déjà, il faut nourrir l'armée française. Ça, c'est quand même un problème considérable. Et puis, il y a aussi une fragilité de la population française qui vient d'une famine considérable qui a eu lieu en 1693-94 et qui a produit 1 600 000 morts supplémentaires, ou 1 300 000, excusez-moi. L'hiver 1709 n'aurait généré, ce n'est pas un mot très, très élégant pour dire ça, mais que 600 000 morts supplémentaires, ce qui est considérable. Mais il y a eu quand même justement une forme d'adaptation, de réponse à cette offensive de l'hiver qui est indéniable. Alors il n'y a pas eu 2 gelées, en fait il y a eu 7 vagues de froid. Ah oui. Et en effet la deuxième qui a commencé la nuit des rois 1709, c'est comme si on y était, si vous voulez, on peut vraiment comparer d'une certaine façon avec notre mois de janvier 2019. Elle commence le 6 janvier 1709 et à Paris, je crois que c'est le 12 janvier, justement, ou le 10, il fait moins 16 degrés 3. Donc on peut quand même, justement, même si on tient compte de la variabilité, etc., il faut quand même prendre cela en considération. Alors cet hiver a été extrêmement long, 7 vagues de froid, mais aussi des moments de redoux. Donc ça a été très préjudiciable. Oui, parce qu'effectivement, y compris Saint-Simon, dans ce texte, l'explique. Il dit, voilà, on croit à un moment que c'est terminé, et paf, Exactement. ça revient. Voilà.
Mais il se trouve qu'il y a eu quand même une réponse officielle à la situation. On a autorisé au printemps à semer de l'orge, du menu grain, et on a parlé d'un miracle de l'orge qui a évité une famine plus considérable, même s'il y a eu des morts, encore une fois, pas seulement de froid, de famine, mais aussi d'épidémie. Mais disons que, d'une certaine façon, par rapport à 1693-94, il y a eu, entre guillemets, un petit progrès. Alors, vous, à la fin du Moyen-Âge, Laurent Lycenne-Burger, à Metz, vous voyez des autorités, le patriciat urbain, qui met en place, quand il fait trop froid, des stocks, qui prend des mesures réglementaires, par exemple. Ça fait partie des manières de répondre. Mais vous dites aussi qu'il faut prendre en compte une mentalité qui n'est pas la mentalité que nous connaissons, marquée par la science, par le raisonnable, le culte de la raison, etc. Et qu'il faut aussi prendre en compte des réponses qui sont des réponses particulières, les cloches, les processions, les procès de sorcellerie, qui participent à une raison qui n'est plus la nôtre, mais une raison médiévale, justement, pour pouvoir faire face à ce qui se passe à ce moment-là. À la fin du Moyen-Âge, on essaie de multiplier les moyens techniques pour pallier aux crises, donc varier les types d'énergie qu'on utilise. Si l'énergie hydraulique est comment dire, bloquée par des grandes gelées, on va essayer de mettre en place des moulins à vent, des greniers, des grands bâtiments de stockage qui se multiplient dans tout l'Empire. Metz relève de l'Empire à la fin du Moyen-Âge. Mais quand on a un grand grenier municipal, par exemple, l'inconvénient, c'est que si on fait un grand grenier et que les charançons se mettent à l'intérieur du grand grenier un peu plus tard, on perd le stock. Ils bouffent tout. Ouais. Donc en fait, ça sert plutôt de banque alimentaire au sens où nous on entendrait une banque monétaire. Hein. La ville vend ses stocks régulièrement pour ne pas perdre justement ses réserves. Elles dureront pas plus d'1 an. Et puis ça permet aussi de jouer sur les prix pour comment dire, enrichir la cité. Et donc il y a des réponses qui provoquent parfois des révoltes, justement parce que les élus n'ont pas, enfin les élus, les dirigeants de la cité n'ont pas anticipé, n'ont pas vu venir. Est-ce que vous avez repéré cela dans ce cas messin à ce moment-là? On le repère lors des crises les plus intenses. Alors j'ai 2 années en tête, c'est 1481, une année particulièrement humide et froide, et 1517, une année où les gelées printanières détruisent quasiment toutes les récoltes de tout type. C'est une année de famine assez généralisée en Europe occidentale. Et en fait, les stocks qui sont constitués par les cités, Metz ou n'importe quelle autre cité d'empire, peuvent régler le problème pendant 2 mois, 3 mois. Mais on n'a pas la capacité de tenir sur ces stocks pendant une année. Donc oui, là, on a des révoltes qui sont assez brutales. Parce que ce que nous apprend justement ce travail d'historien, en l'occurrence Jean Jouzel, c'est qu'effectivement, il y a une adaptation, on est contraint de s'adapter, et les premiers à s'adapter, ce sont les populations, bien évidemment, mais ce sont aussi les gouvernements qui les dirigent, qui doivent à un moment ou à un autre mettre en place des politiques pour pouvoir soit empêcher que ça ne s'aggrave, soit combler le déficit qui intervient. Oui, mais d'abord on peut souligner que cette dépendance disons, des prix, des cours du blé actuellement par rapport au climat reste quelque chose de très clair. Nous sommes en fait au niveau mondial, disons, proche d'une production à l'équilibre, et il suffit d'une région trop sèche, ou bien, par exemple en France, il y a eu moins 35% de rendement en blé il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. Et donc voilà, donc cette sécheresse en dépendance Australie. reste, une sécheresse en Australie, et donc nous sommes prêts au niveau alimentaire. Il n'y a pas non plus tellement de réserves au niveau mondial, si on se place au niveau mondial, et c'est un des problèmes, effectivement, disons, des pays en voie de développement qui sont, pour certains, tributaires de nos importations. Effectivement, le rôle des pays, ça reste bien d'assurer, je crois, en gros, le bien-être des populations, en particulier au niveau alimentaire. Je pense que c'est bien fait dans des pays comme en France, mais on voit encore des pays où c'est extrêmement difficile. La montée des cours du blé peut être extrêmement dommageable dans certains pays où, effectivement, qui sont à la limite de la sécurité alimentaire. Et ça reste vrai. Et c'est un des problèmes qui pourrait aussi résulter du réchauffement climatique, c'est-à-dire certains pays restent très, très vulnérables, justement au niveau de sécurité alimentaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on entend Laurent Lycenne-Burger nous parler de Metz à la fin du Moyen-Âge, on se dit on avait des autorités qui étaient des autorités locales qui devaient réagir parce qu'il fallait d'abord, pour pouvoir fournir à la population de Metz et de tout son hinterland, il fallait fournir de quoi se nourrir. Aujourd'hui, vous nous parlez de ça, mais
au niveau mondial, c'est-à-dire on est monté d'un cran, c'est-à-dire que le marché est mondial aujourd'hui, par exemple. Oui, le marché est mondial, le marché du blé. Bon, moi j'ai un neveu, enfin ma famille est agriculteur et mon neveu passe du temps à regarder les cours. Alors pour le blé, je sais que c'est à Chicago, hein, il y a la bourse de Chicago, les gens suivent effectivement et ça fluctue de façon importante. Tout l'art étant actuellement de garder le blé stocké pendant 1 ou 2 mois pour le vendre le plus cher possible. On en est là actuellement. Donc, mais c'est difficile. Mais d'un côté, il y a un marché mondial, de l'autre, les décisions en termes d'adaptation et je suis sûr qu'Alexis me confirmera, elles sont largement territoriales. Elles deviennent plutôt locales, régionales. On ne va pas stocker le blé au niveau mondial. Il y a aussi des décisions à prendre au niveau des régions, des territoires, en termes d'adaptation au réchauffement climatique. Et autant le réchauffement a une caractéristique globale, autant l'adaptation a des caractéristiques locales, régionales. Et ce sont aussi aux autorités régionales, quelles qu'elles soient, aux autorités locales, aux métropoles, de s'organiser, pas simplement aux États. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours redonner à l'autorité supérieure le soin de dire c'est à vous de le faire. Mais non, je crois que c'est plutôt le contraire. Il faut donner, je dirais, au local, disons, tous les moyens pour qu'ils prennent effectivement les bonnes décisions en termes de sécurité alimentaire dans ce cas-là ou de bien-être des populations et d'adaptation au réchauffement climatique. Alexis Metzger, qu'est-ce que vous avez pu voir de cela, justement, en tant que géographe spécialiste du climat, dans les Provinces-Unies du XVIIe siècle ? Juste un mot, aujourd'hui, toujours pour continuer sur ce que disait Jean Zouzel, si on pense à la question des risques environnementaux, c'est évident que l'adaptation, elle est aussi territoriale. S'adapter à des risques, il y a bien sûr des mesures qui peuvent être prises à l'échelle nationale, mais les sociétés vivent en fonction de certains risques, en fonction de certaines cultures, donc il y a un besoin de trouver des solutions, des adaptations locales à des différentes formes de risques. Est-ce que tout au long de cet hiver très froid, ou ces hivers très froids du XVIIe siècle que vous avez pu noter pour la Hollande, vous avez vu une évolution? Est-ce que l'on perçoit une évolution? Vous avez travaillé aussi sur Mulhouse, des autorités qui, d'une certaine façon, ont un savoir cumulatif, qui apprennent des crises précédentes pour pouvoir mieux préparer la crise à venir. En l'occurrence, est-ce que vous avez vu cela, en l'occurrence, Alexis Metzger? Alors effectivement, j'ai pu aussi travailler sur des relevés anciens à Mulhouse, à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, à la fois des relevés de précipitations, et puis c'est aussi donc encore un météophile qui a noté le temps qu'il faisait et certains extrêmes dans sa ville. Et il a pu montrer que, et c'est assez innovant, à la fin du XVIIIe siècle, la municipalité... Du XVIIe ou du XVIIIe? Du XVIIIe siècle. Du XVIIIe, la municipalité a décidé de redonner de la place à un cours d'eau qui débordait souvent, ce qui est une mesure très actuelle de vivre avec le fleuve. On parle de champs, d'expansion des crues pour laisser de la place au cours d'eau lorsqu'il y a une inondation. Et là, c'est une mesure qui est décidée à Mulhouse d'abattre certaines digues qui permettaient à la fois d'être protégées, mais en même temps, quand le fleuve débordait, parfois les digues étaient insuffisantes, et donc de laisser ce fleuve déborder. Et justement, c'est le fait d'une récurrence d'inondations qui ont touché Mulhouse, notamment en 1778. Anouchka Vazak, vous avez noté la même chose aussi pour le XVIIIe siècle que vous connaissez bien? Oui, certainement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, on intègre en fait le risque climatique à la politique agricole. Au départ, on ne peut même pas parler de politique agricole au sens d'un ensemble de mesures réglementaires. Et puis progressivement, sous l'effet aussi d'une réflexion, la réflexion des physiocrates en particulier, il y a vraiment toute une réflexion sur l'agronomie, il y a tout un travail des philosophes et de toute la mouvance philosophique autour de l'agronomie. Et bien, sous cette influence-là, progressivement, donc, on va intégrer le risque climatique. Ça ne s'appelle pas comme ça, j'imagine, on n'appelle pas ça le risque climatique. Ah non, c'est vrai. Même non. Le mot climatique, je me suis demandé si on l'employait au XVIIIe siècle. Je n'en suis pas sûre. Je ne sais pas très bien, finalement, quand on parle des aléas du temps, quelque chose comme ça. Et donc, on intègre ces aléas du temps dans la pensée que l'on peut avoir de la production agricole que l'on va mettre en œuvre, et peut-être aussi, comme le disait Laurent Litzenburger pour le cas messin à la fin du Moyen-Âge, eh bien, avoir des processus de substitution au cas où une crise toucherait telle ou telle céréale qui serait trop touchée pour pouvoir nourrir la population, par exemple. Alors, il y a la population, mais il y a aussi toute une réflexion autour des bestiaux. Et il y a eu plusieurs crises fourragères au XVIIIe siècle. Et à la fin du XVIIIe siècle, on préconise la culture d'une plante qu'on appelle le turneps, qui est en fait une sorte de gros navet,
pour nourrir les bestiaux. Donc c'est sous l'effet d'une réflexion autour de l'agronomie et on essaye de trouver de nouvelles réponses, effectivement. Laurent Lycée-Burger, vous l'avez raconté pour Metz à la fin du Moyen-Âge, mais quand vous regardez, parce que vous participez à des colloques internationaux sur ces questions d'adaptation, justement, vous voyez effectivement combien des autorités en particulier, mais aussi des populations elles-mêmes, parce qu'il n'y a pas que les autorités qui décident pour les populations. J'imagine que le petit paysan doit lui aussi s'adapter dans son coin, imagine à contourner un aléa climatique qui va peut-être arriver dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. Oui, on voit des tentatives d'adaptation à toutes les échelles spatiales, mais j'irai peut-être dans une autre direction. C'est à moins d'1 kilomètre d'ici, on a l'île Saint-Louis qui se trouve juste en amont de l'île de la Cité, et jusqu'au XVIe siècle, c'est une île qu'on n'a pas urbanisée parce qu'on sait qu'elle était susceptible d'être recouverte régulièrement par les crues. Et son petit nom, c'était l'île aux vaches. En fait, c'était une prairie tout simplement, et on savait qu'il ne fallait pas y faire d'activité. Et à partir du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, ces îles de la Seine, de la Moselle, de toutes les rivières et de tous les fleuves commencent à être colonisées de façon assez systématique. Ça veut dire qu'il y a des savoirs anciens, en fait, ou des pratiques de bon sens qu'on savait qu'il fallait maintenir, qui ont été oubliées, perdues, ou alors les connaissances ou le développement urbain ont donné la prétention. Ou simplement la volonté de faire de l'argent rapidement, par exemple, en faisant de l'urbanisation, par exemple. Oui, c'est possible. Et ça participe aussi de cela. On sait par exemple que des historiens comme Thierry Sarzeau ont participé à des travaux, ont même été dans des tribunaux au moment de ce qui s'était passé en Vendée et de l'inondation qui avait provoqué une catastrophe en bordure de l'océan. En l'occurrence, effectivement, les historiens avertissent. Thierry Sarzeau avait averti en disant, je crois, il ne faut pas construire dans ces zones-là parce que ce sont des zones qui n'ont jamais été utilisées par l'homme dans les siècles précédents parce qu'elles étaient inondables et parce qu'on savait effectivement qu'elles pouvaient l'être. Ça fait partie aussi du rôle de l'historien, Laurent Lycée-Burger, d'être une sorte d'alerte pour les autorités d'aujourd'hui en disant, attendez, si nos ancêtres n'ont pas urbanisé ces espaces-là, il y a sûrement des raisons. Alors Emmanuel Garnier, spécifiquement, a travaillé sur l'après-tempête Xynthia, sur cette question très particulière, justement, pour essayer de repérer toutes les zones submersibles et à risque. Et cela, en l'occurrence, c'est utile pour... Oui, c'est extrêmement utile parce que ça nous amène aussi, climatologues, à une certaine prudence. Quand on regarde ces 1000 dernières années, eh bien, on voit que nos collègues américains, par exemple, font état de sécheresses extrêmement fortes qui pourraient être aussi intenses que celles que nous connaissons actuellement, de tempêtes. Emmanuel Garnier fait état de tempêtes aussi extrêmement fortes. Et ça nous amène justement à une prudence dans l'attribution des paramètres, du changement climatique aux activités humaines. En fait, nous n'attribuons pour le moment de façon claire que le réchauffement lui-même moyen, parce que pour les événements extrêmes, il y a une certaine prudence justement qui nous vient de ce regard des historiens. C'est-à-dire que les historiens savent qu'il y a eu des événements extrêmes dans le passé qui ne correspondent pas forcément à ceux qu'on a connus, mais qu'ils existaient et qu'il ne faudrait pas surinterpréter ceux d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça ? Exactement. En tout cas, c'est le cas pour les sécheresses, c'est le cas pour les grandes tempêtes. Ce n'est pas le cas pour la température, parce qu'on arrive à avoir une température moyenne, mais l'attribution porte essentiellement sur les températures et maintenant sur les vagues de chaleur. Mais ça effectivement, c'est au regard de ce passé du dernier millénaire que nous attribuons ou n'attribuons pas encore un événement climatique actuel au réchauffement climatique, aux activités humaines. Alexis Metzger, le fait de travailler dans des groupes interdisciplinaires, justement, vous permet de relativiser la part de votre discipline, la géographie, l'histoire pour Laurent Lycée-Burger, la littérature pour Anouchka Vazak ou la climatologie pour Jean Jouzel, dans un pot commun que l'on pourrait avoir et qui permet justement un mélange d'idées, un mélange de visions qui soit utile justement pour pouvoir aider à envisager ce qui peut se passer ? Oui, bien sûr. Grâce au croisement interdisciplinaire, on peut effectivement combiner par exemple la rétrospective, le regard de l'histoire et la prospective. Les géographes sont plus intéressés par des questions spatiales, mais ils peuvent regarder ces espaces, ces territoires à une période historique, au XVIIe, au XVIe siècle. Donc la discipline, finalement, elle nous apporte, je pense, un regard sur certains événements, mais on peut étudier tout à fait conjointement un même événement, l'archéologie également, et les sciences de la nature, les sciences dures, et après, voir ce que cette
palette de regards et d'approches nous informe sur l'événement et essayer de le comparer avec la situation actuelle, par exemple. Même question, Anouchka Vazak, c'est utile de se mélanger, de discuter ensemble justement dans des grands colloques qui permettent justement d'avoir une vision prospective en même temps qu'un regard vers le passé? Bien sûr, je crois que vraiment le climat, c'est un des lieux où les disciplines peuvent se rencontrer. Alors c'est quelque chose de nouveau. Ça nous surprend nous-mêmes, je crois, hein, nous qui travaillons sur le climat, ces effets de rencontre, cette synergie. Alors je voulais juste quand même préciser qu'il faut se méfier une espèce de nostalgie qu'on pourrait avoir justement de ces grands hivers qui produisent de très belles images, comme on le voit dans le livre d'Alexis Metzger, et comme on le voit aussi pour l'hiver 1709. Ça peut nous faire rêver aussi. C'est merveilleux, et en même temps, il faut se rappeler que les populations étaient extrêmement vulnérables et qu'il n'y a rien de très réjouissant. Dernier mot aussi, Laurent Linssen-Burger, sur cette possibilité de travailler ensemble et de trouver des solutions pour l'avenir en se penchant vers le passé. Alors, les disciplines qui se mélangent dans des approches régionales, ça commence à se multiplier un petit peu. Les géomorphologues, les hydrologues, les géographes, géohistoriens, historiens qui font des programmes de recherche à l'échelle des régions recomposées. Ça parle aux citoyens, ça parle aux élus locaux. On n'est plus sur des questions internationales, mais vraiment sur les territoires qu'on occupe au quotidien. Et oui, le dialogue entre les disciplines, ça permet aussi un renforcement cumulatif des preuves. Et donc, on le verra avec les autres émissions pendant toute cette journée enregistrée ici à la Sorbonne, donc dans ce forum France Culture, premier des 3 forums de cette année. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette discussion autour de ce qu'on pouvait apprendre, justement, des solutions trouvées par nos ancêtres pour une période particulière qui était ce petit âge glaciaire dont on a parlé avec vous 4. Merci encore. Merci. Merci.